and work is not important. Nothing's more important than stopping fascism, because fascism will stop us all. O povo é quem mais ordena. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast créé pour la plateforme Spectre, que vous pouvez donc retrouver sur spectremedia.org et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Dans cet épisode, je voudrais qu'on aborde à nouveau la question du vote en faveur du FN, devenu RN il y a quelques années, et plus largement des formes de politisation à l'extrême droite. Sur cette question, on peut dire schématiquement qu'il y a sans doute deux illusions croisées. D'un côté, on prétend que les classes populaires auraient été gagnées très largement par l'extrême droite, que l'extrême droite serait devenue le parti naturel des classes populaires, un parti ouvrier, et à ce titre une sorte de successeur du PCF. C'est d'ailleurs en bonne partie le discours du FNRN lui-même. D'un autre côté, on a une partie de la gauche et des intellectuels de gauche qui a longtemps fait l'autruche en prétendant que cette question du vote populaire pour le FN était un faux problème, et qui en général met l'accent sur l'abstention, effectivement massive en milieu populaire, notamment lors des élections intermédiaires, c'est-à-dire hors élection présidentielle. Or, il y a bien un fort vote dans les classes populaires, ou plutôt dans certaines fractions des classes populaires, en faveur du FNRN et de Marine Le Pen. Ce qui peut apparaître en partie paradoxal, dans la mesure où, lorsqu'on prend au sérieux les propositions qu'avance le FNRN lors des élections, lorsqu'on regarde les discours de meeting ou les interventions médiatiques des porte-paroles du FNRN, on trouve en réalité bien peu de propositions qui améliorerait fortement les conditions de vie et de travail des classes populaires. Il y a donc certainement des logiques sociales qui conduisent à une politisation à l'extrême droite et qui conduisent au vote pour le FNRN, des logiques qu'il faut interroger, qu'il faut comprendre pour espérer combattre l'implantation électorale, voire militante, de l'extrême droite dans certaines fractions des classes populaires. Ce sont ces logiques sociales que je voudrais interroger avec mon invité d'aujourd'hui, le sociologue Benoît Coquart, spécialiste des classes populaires rurales et auteur d'un livre marquant paru en 2019, intitulé « Ceux qui restent » et sous-titré « Faire sa vie dans les campagnes en déclin ». Bonjour Benoît. Bonjour. Alors Benoît, tu n'es pas politiste, mais pourtant tu as croisé la question de la politisation, en particulier des jeunes des classes populaires dans les territoires ruraux. Est-ce que tu pourrais nous raconter d'abord tes enquêtes des dernières années ? Comment ça s'est passé ? Quels ont été tes choix d'enquête ? Pourquoi tu as fait ces choix ? Qu'est-ce que tu voulais montrer ou qu'est-ce que tu voulais interroger, etc. En fait, j'avais envie, dans le départ de mes recherches, c'était de contrer un petit peu une vision dominante des campagnes françaises qui était à l'époque marquée par les approches dites de la France périphérique, c'est-à-dire cette idée que, je reprends un peu le lexique de la France périphérique, mais donc qui est une théorie propulsée par Christophe Guilluy, qui a été très médiatisée, très reprise dans le champ politique, on va dire du centre-gauche jusqu'à l'extrême droite, et qui est resté très populaire aujourd'hui et qui permettait en fait de diviser la France en deux entre finalement une population privilégiée avec les termes de bobos qui revenaient beaucoup ou aussi d'immigrés de classe populaire qui bénéficieraient en fait des apports de la dite mondialisation, qui habiteraient essentiellement dans les métropoles, et puis de l'autre côté une France des dits petits blancs, donc toujours avec ce prisme qui a été porté par Guilluy et après par d'autres intellectuels, notamment Laurent Bouvet avec la théorie de l'insécurité culturelle, qui nous disait que ces dits petits blancs étaient allés se réfugier loin des grandes villes, notamment pour fuir les autres membres des classes populaires racisées, et qui finalement ce seraient eux qui se retrouvaient oubliés par les politiques publiques, notamment les plus victimes de la mondialisation, et qui ne seraient défendus par aucun parti politique. Et ces théories-là, elles étaient très en vogue, elles ont émergé surtout à partir de 2012, notamment avec un livre important de Christophe Guilluy qui sera dans cette année-là. Moi, j'ai commencé mes recherches un petit peu avant, fin 2010, début 2011, mais disons que c'est vraiment là où j'ai compris qu'il y avait en fait des enjeux aussi politiques qui allaient croiser mes recherches. Et ce qui revenait en fait dans toutes ces... on va dire ce corpus théorique de la France périphérique, qui a fait beaucoup de petits, en fait, beaucoup d'intellectuels plutôt réactionnaires s'y raccrochaient. C'était l'idée qu'on décrivait toujours les classes populaires rurales, ces dits petits blancs depuis Paris, avec une vision très englobante et très homogénéisante de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils étaient. Et donc moi j'avais juste d'abord envie d'aller voir ce qui se passait sur le terrain. C'est pour ça que j'ai opté plutôt pour des enquêtes ethnographiques sur le temps long. Je suis allé habiter sur place en Haute-Marne et dans d'autres départements du Grand Est qui sont marqués en fait par une longue histoire industrielle et évidemment un déclin, comme dans tous les autres espaces industriels en gros des pays occidentaux. Et d'aller voir un petit peu comment vivaient les gens là-bas, comment ça se passait pour eux, quels étaient en gros
leur vision du monde, leur conscience collective. Et pour ça, il fallait que j'arrive à m'intégrer dans leur sociabilité, à faire avec eux, partager des moments de loisirs. Je pense au foot, au motocross, à la chasse, à la pêche, qui sont les loisirs les plus pratiqués là-bas. Mais aussi donner des coups de main pour retaper les maisons, ce qui est très important pour ces classes populaires-là, qui sont majoritairement propriétaires. Et forcément participer à tous les moments un peu hédonistes de la vie, voilà, que sont les apéritifs, les invitations chez les uns les autres. Et d'emblée, en fait, ça m'a amené à critiquer la théorie en gros de la France périphérique et d'autres qui supposent en fait que dans ces milieux-là, il ne se passerait plus rien. C'est-à-dire que les grandes structures d'encadrement, qui étaient notamment les usines, elles se sont plus ou moins effondrées, et donc les gens seraient un peu recroquevillés derrière leur écran de télévision et qui simplement ils penseraient, ils auraient un rapport individualiste, on va dire, au monde. Et c'est aussi une vision qui était relayée, y compris à gauche. Moi, je me rappelle d'un article de Rue 89 qui sort sur des villages où je pouvais enquêter ou passer comme ça, qui titrait dans ces villages de Haute-Marne, on vote FN et on ne s'aime pas, et qui reliait en fait directement le vote FN à un déclin des solidarités, à l'idée que, je me rappelle de phrases disant des ruraux bourrus derrière leur écran passent leur temps à ruminer contre les étrangers alors qu'il n'y a pas d'étrangers sur place. Bon, alors il y avait plusieurs choses à déconstruire là-dedans. Alors déjà, c'est des terres d'immigration en fait de longue date, Bon, on parle d'immigration européenne, mais aussi plus récemment d'immigration maghrébine, parce que les usines avaient besoin de main-d'œuvre. Et en fait, les populations sont restées. Quand on regarde la part des immigrés dans ces départements-là du Grand Est, et en gros dans toute la France rurale et industrielle qui va des frontières du nord de la France en passant par les Ardennes et en allant jusqu'aux frontières de la Suisse, on a en fait là des terres d'immigration. Donc l'idée que ça serait que des petits blancs, déjà, moi ça convient pas du tout à mes enquêtés. Ils voulaient pas eux-mêmes se voir comme des petits blancs, puis j'avais plusieurs enquêtés évidemment qui me disaient mais moi je suis pas un blanc en fait, moi je suis un binational algérien, etc. Enfin voilà, j'y reviendrai après, mais il y avait une diversité qui correspondait pas à ça. Et puis surtout, en fait, c'est pas parce que l'essentiel par exemple des bars avait fermé, on passait d'une trentaine de débits de boissons par canton à 1 ou 2 aujourd'hui, c'est pas parce que l'usine avait fermé que les gens s'étaient réfugiés dans l'individualisme. Moi, ce que j'explique en fait à partir de mes recherches, c'est que les classes populaires, elles n'ont pas le luxe de l'individualisme et le repli sur soi complet, en fait, il n'existe pas vraiment. Notamment quand vous habitez dans un espace fort d'interconnaissance, c'est un peu pareil, je pense, dans les quartiers populaires urbains. Et là, on peut faire des parallèles avec les campagnes en déclin, c'est qu'ils se retrouvent dans des espaces où tout le monde se connaît, la réputation joue à plein, notamment pour sortir de la précarité, pour éviter d'être caricaturé, d'être taxé de cassos, c'est une terminologie qui est très en vogue aujourd'hui dans ces espaces-là. Et donc, en fait, on est sans arrêt en train d'essayer de défendre sa réputation par les pairs PAIRS, c'est-à-dire qu'au lieu de l'individualisme, au lieu du repli sur soi, moi je me retrouvais dans des vies quotidiennes où on s'invitait 4 à 5 fois chez les uns les autres, où les gens passaient énormément de temps en semaine ensemble, où pour trouver un travail, il fallait passer par un piston, par les amis, donc des recommandations, où on se mettait en couple aussi via la bande de potes. Donc en fait, il y avait des autres structures qui se recréaient, plus informelles, que moi j'appelle les bandes de potes, que appelaient parfois les petits clans, les clans d'amis, où ils me disaient là on a les vrais potes sur qui compter. Et entre nous, c'est là que ça se passe en fait. C'est par là, effectivement, qu'on arrive un peu à reproduire sa condition sociale, à rester vivre dans ces campagnes où le marché du travail est atone, où il y a plus de précarité, mais quand même à s'en sortir, parce qu'on est dans des solidarités à petits rayons. Et voilà, c'était un peu le premier angle en fait que j'ai trouvé et que j'ai tiré comme ça pendant des années. Ensuite, mon enquête, elle a duré une dizaine d'années. Mais c'était vraiment sur cette idée de contrer l'espèce de no man's land social, l'idée d'un no man's land qu'aurait succédé en fait à un âge d'or industriel. Avant d'en venir peut-être à ces bandes de potes, à la manière dont elles fonctionnent, dont elles se forment et comment ça a un impact peut-être sur la conscience politique, le rapport aux politiques, etc. Peut-être qu'on peut revenir d'abord sur les caractéristiques des territoires sur lesquels tu as enquêté, y compris les caractéristiques sur le temps long, notamment en termes à la fois social, économique et politique. On sait que justement les territoires populaires sont absolument pas homogènes sur le territoire français. Il y a des territoires qui sont historiquement de gauche, y compris des territoires ruraux, par exemple l'Allier, et des territoires qui historiquement ont voté beaucoup à droite. Alors comment on se situe dans les territoires sur lesquels toi tu as enquêté, qui sont effectivement des territoires populaires, comment ils se situent, quelle est leur histoire sociale et politique en quelque sorte? Moi ces territoires-là je les appelle campagnes en déclin parce que tout d'abord ils perdent beaucoup d'habitants, c'est-à-dire que ils ont perdu beaucoup d'emplois depuis les années 90, donc il y a eu un départ en fait simplement de la main-d'œuvre, et depuis la démocratisation ou la massification scolaire comme on veut, les jeunes diplômés partent massivement vers les grandes villes universitaires qui se trouvent généralement à 1h30, 2 heures de route. Et plutôt des femmes.
plutôt des femmes, c'est effectivement très féminisé parce qu'on est sur en fait des populations qui à la base appartiennent très majoritairement aux classes populaires. On retrouve par canton ou par bassin d'emploi 34-35% d'ouvriers et puis 30 et quelques pourcents d'employés. Donc pour comparer, c'est ce qu'on retrouve dans les quartiers populaires les plus homogènes, dans les grandes villes. Employé, il faut le préciser peut-être au sens de l'INSEE, c'est-à-dire pas au sens de salarié d'une entreprise, mais au sens d'emploi de type caissière, vendeuse, aide-soignante, etc. Oui, c'est l'industrie du care en fait qui est la première promotrice d'emploi féminin, parce que du coup le départ des jeunes fait qu'on est sur des départements, des bassins d'emploi très vieillissants. Donc en fait les métiers qui s'offrent aux femmes sont plutôt des métiers précaires dans l'aide à la personne, ou alors il y a l'implantation notamment des facilités fiscales, de call center, enfin voilà, de toute une myriade d'emplois féminins précarisés. Pour les hommes, du coup, qui restent, il va y avoir encore un peu d'emploi dans les industries qui se maintiennent, mais aussi beaucoup dans la construction, dans le transport. Mais on voit en fait un grand déplacement aujourd'hui vers l'auto-entrepreneuriat. Donc c'est des campagnes qui sont assez atones, qui n'attirent pas de néo-ruraux, qui sont en déclin économique et démographique par comparaison avec la grande majorité des espaces ruraux aujourd'hui, qui même s'ils sont relativement populaires, ils attirent en fait beaucoup de nouveaux habitants de différentes classes sociales, et il y a un dynamisme en fait économique qui tient en fait qu'ils sont reliés au bassin d'emploi urbain. Alors que là, typiquement quand on est diplômé, qu'on est parti de ces espaces-là du Grand Est et qu'on veut revenir, le marché de l'emploi local il correspond pas en fait à un diplôme de bac+5 en psychologie ou je ne sais quoi, donc on va faire sa vie ailleurs. Et aussi, ce départ-là des diplômés, il est important parce que ça fait qu'on est dans un relatif, ce que j'ai appelé un relatif entre soi, social et culturel. Pour reprendre les terminologies de Pierre Bourdieu, dans l'espace social, il y a le pôle économique, c'est-à-dire des gens peu diplômés, ou en tout cas qui ne basent pas leur position sociale sur le diplôme, qui peuvent être plus ou moins riches. Là, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'on a un mélange de catégories populaires peu diplômés et d'une petite et moyenne bourgeoisie à capital économique qui vont être des agriculteurs céréaliers, donc qui peuvent être rentiers, des artisans, des petits patrons, et un mélange en fait de ces groupes-là qui se fréquentent au quotidien, mais on a une complète absence du pôle culturel. Alors des diplômés qui peuvent être issus des milieux populaires ou simplement aussi des professeurs, de ceux qui, notamment dans l'après-guerre, pouvaient encadrer les classes populaires locales, et c'est une observation que me faisaient beaucoup d'anciens quand j'ai fait des entretiens avec eux au départ, de me dire typiquement l'instituteur qui était l'entraîneur du club de foot, aujourd'hui il habite en ville. Aujourd'hui, il ne s'implique plus dans les sociabilités locales. Et ça a eu une incidence en fait sur les modes de politisation, sur les visions du monde. C'est-à-dire qu'il y a peu de contradictions faites aux visions du monde portées par le pôle économique, qu'il soit des classes populaires ou des classes intermédiaires et supérieures. Oui, et puis le pôle économique, effectivement, c'est peut-être évident, mais ça va peut-être mieux en le disant. Il est plutôt associé politiquement, y compris dans la théorie de Bourdieu, dans notamment son livre La Distinction, à des positions à droite politiquement, voire à l'extrême droite, et le pôle culturel davantage associé à la gauche, voire à la gauche radicale, etc. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, concrètement, on est sur des territoires, comme on dit, de droite aussi, de ce fait de la morphologie sociale, en fait, de la morphologie de la population, qui sont de droite depuis quasiment toujours, alors même qu'on est sur parfois des bastions ouvriers. Mais j'ai l'exemple, j'ai écrit là-dessus, par exemple, de l'effet contre 68 des ouvriers locaux dans les villages où j'enquête, qui sont recrutés par leurs patrons, qui étaient dans un mode de management très paternaliste, qui par exemple les emmenaient chasser avec eux, offraient le logement, etc. Enfin, on se sentait du côté des patrons, pour reprendre les terminologies qu'on m'a données en entretien. Et ils étaient recrutés en mai 68 pour aller dans la Lorraine un peu plus au nord, pour casser la figure des militants CGT qui bloquaient leurs usines. Donc c'est pour donner un petit peu l'idée du paysage, et aussi on est sur des votes inscrits à l'extrême droite depuis les années 90, c'est-à-dire que la percée de Le Pen père en 95, elle est déjà très signifiante, elle dépasse déjà le vote de gauche. Le vote socialiste à l'époque. C'est-à-dire que c'est des espaces qui ont toujours été assez imperméables en fait à la poussée du socialisme. Oui, c'est ça, c'est que même dans la période où la gauche était très forte dans les classes populaires, en gros à la fin des années 70, c'est sans doute là qu'on observe un pic si on cumule les votes pour le PC et pour le PS. Il me semble que Mitterrand fait autour de deuxième tour d'élection présidentielle en 81 contre Giscard d'Estaing, fait autour de 70 ou 75% des classes populaires. Bon, on avait malgré tout déjà un quart à un tiers des ouvriers qui étaient amenés à voter pour la droite. Et si on se reporte même davantage en arrière, du temps de De Gaulle, il y avait un fort
vote ouvrier pour le gaullisme, pour De Gaulle en particulier, pour la figure de De Gaulle, pour des tas de raisons sur lesquelles on ne va pas revenir ici. Et donc, une partie de ce qui s'est joué dans les années 80-90 est moins un déplacement de vote de gauche vers l'extrême droite, ce qui a pu arriver peut-être même dans la période plus récente, dans des territoires peut-être historiquement plus conquis par la gauche, type le Pas-de-Calais ou la Lorraine sidérurgique. Mais un déplacement dans les années 80-90 de la droite vers l'extrême droite, des gens qui pouvaient voter pour le RPR par exemple, le rejeton du gaullisme, qui se sont mis à voter pour le Front National et Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, dès 88, il y a un assez fort vote ouvrier pour Le Pen, et les enquêtes de l'époque montrent très bien que c'est pas des gens qui avaient voté pour le Parti communiste en 81. Une partie avait voté pour Mitterrand, il y a sans doute des déçus de la gauche, effectivement, mais plutôt des déçus du socialisme et du Parti socialiste et de Mitterrand, mais la grande partie des électeurs du FN en 88, au présidentiel, c'est des gens qui votaient pour 2/3 d'entre eux pour la droite auparavant. Tout à fait, puis c'est évidemment aussi c'est important, je veux dire, dans la masse des votants, parce qu'on a tendance à dire qu'il y a à peu près 40% de la population qui habite en dehors des métropoles, mais c'est aussi que les ruraux votent plus en fait à catégorie sociale égale, c'est des ouvriers qui vont voter. Et ça, je pense que c'est important de le souligner, notamment maintenant avec le vieillissement du groupe ouvrier, on se rend compte que les ouvriers vont voter parfois plus que les employés à certaines élections, qui sont cruciales en fait pour ce type de parti-là. Et la progression du Front National, elle ne s'est jamais arrêtée, y compris l'effet Sarkozy qu'on a souvent vanté les mérites d'avoir été chassé sur les terres du FN du côté des classes populaires, avec d'autres des arguments très proches. Enfin voilà, là ça ne fonctionnait pas en fait. Le Pen père et puis fille ont continué de progresser. Dans les dernières élections, Zemmour a pas du tout percé, c'est resté complètement le vote typique populaire de l'extrême droite sur le Front National. Mais là où je pense que c'est intéressant de regarder, c'est finalement comment c'est implanté ce vote-là, comment c'est légitimé ce vote-là. Typiquement, dans les familles sur lesquelles j'enquête, le père et la mère ouvriers ne votent pas FN, ils votent à droite. Ou, ils ont parfois des votes un petit peu en dilettante, mais en tout cas, ils votent traditionnellement gaullistes. On est sur la terre de Colombey les deux églises, pas loin. Tout ça se tient, en fait. On vote, comme on disait, on est bien de droite. On sortait souvent cet argument-là, c'est-à-dire être bien, c'est être de droite. Et il y a une enquête récente aussi, dans les mêmes années, qui a été faite par un collègue, Raphaël Chalier, où les classes populaires de droite disent c'est être du côté des gens bien. C'est-à-dire du côté des gens respectables, du côté des dominants finalement sur la scène locale, qui imposent leur mode de vie, qui imposent leurs normes. Et ça, je pense que c'est très important parce que quand on regarde en fait dans ces espaces-là, il n'y a pas de tête d'affiche FN, il y a parfois des parachutages qui se font, mais c'est très compliqué pour eux. On est obligé de photoshopper le suppléant sur la liste pour les régionales. Il y a vraiment une difficulté. Et parfois, les candidatures FN sont perçues comme loufoques, y compris par les gens du coin qui votent FN aux élections RN. Donc, il n'y a pas ce maillage militant. Il n'y a pas de maillage militant non plus à gauche, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti qui est véritablement installé. Néanmoins, comment ça se fait qu'il y a une espèce aujourd'hui de position quasiment hégémonique des discours Front National? Moi, j'ai suivi ça dans les sociabilités, les discussions quotidiennes. Tout le monde se dit FN, on se dit 100% Le Pen, on se dit vraiment d'extrême droite, on le revendique. Et quand j'allais faire des entretiens parfois avec des jeunes, parce que moi je suis plutôt intéressé aux jeunes, qui me disaient, tu sais, en fait, moi je suis plutôt de gauche, mais j'ose pas le dire ici parce que tout le monde est d'extrême droite et on va me traiter de feignant, je vais être grillé dans la scène locale, en gros, si je commence à dire que je suis plutôt de gauche. Donc ça veut dire que c'est pas le seul point de vue tenable aujourd'hui, c'est de dire, va voter pour je me rappelle de séances devant le bureau de vote où on est avec une bande de copains comme ça, où tout le monde dit va voter pour la bonne candidate, sous-entendu va voter Marine. C'était des influences comme ça qui se faisaient au grand jour. Et cette hégémonie qui s'est mise en place en fait vraiment au niveau des sociabilités quotidiennes, donc est très puissante, qui n'a pas besoin en fait de grands relais dans les discours médiatiques. Je pense qu'elle trouve sa source dans les sociabilités concrètes, dans la manière dont les gens se fréquentent, à qui ils parlent et à qui ils font confiance pour en fait trouver un moyen légitime d'exprimer leurs opinions politiques. Et alors peut-être justement, on peut un peu déplier cet aspect-là, c'est-à-dire revenir sur comment elles se forment ces sociabilités, qui elles incluent ou qui elles n'incluent pas par ailleurs, donc quelles sont aussi les propriétés sociales précises des enquêtés, parce que quand on dit des classes populaires, en réalité, ça veut pas dire grand-chose, enfin ça veut dire quelque chose, mais il y a tout un tas de positions très inégales, très différenciées au sein des classes populaires, y compris localement, entre être un artisan installé ou un ouvrier qualifié ou un ouvrier précarisé ou quelqu'un qui bosse pas ou qui bosse de manière intermittente. Évidemment, on n'est pas dans la même situation. Il y a le fait aussi
d'être propriétaire de son logement ou de ne pas l'être. Bon, il y a aussi des origines potentiellement, j'imagine, ethno-raciales. Tu disais que c'est une terre aussi d'immigration, donc il n'y a pas que des blancs, loin de là. Est-ce que tu peux revenir sur à la fois les propriétés précises de tes enquêtés, comment se forment les sociabilités, et puis le mécanisme ou les mécanismes qui, en quelque sorte, façonnent la conscience politique ou le sentiment politique ou le rapport aux politiques dans ces groupes de sociabilité. Comment ça fonctionne concrètement ? Ouais, merci de me relancer là-dessus parce que je pense que c'est vraiment pour moi la base en fait de l'explication, essayer de comprendre qui est ami avec qui, comment se font les affinités concrètes, permet en fait après d'expliquer qu'on va avoir une affinité politique qui vraiment se sédimente dans le temps. Il y a aussi eu des enquêtes plus quantitatives qui montrent par exemple que les électeurs d'extrême droite sont ceux qui déclarent le plus petit nombre en fait d'amis et de personnes à qui faire confiance dans leur vie. Alors même que là, plus on va vers les électeurs de gauche, plus ils déclarent qu'ils s'en remettent davantage à d'autres, à des institutions, etc. Alors qu'effectivement les attitudes de repli sont plutôt caractéristiques de l'extrême droite. Mais repli, comme tu disais, ne veut pas nécessairement dire atomisation et individualisation au sens où l'individu serait ramené à lui-même et puis c'est tout, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que le repli se fait sur un collectif. Et du nous ouvrier, du nous de la classe sociale, du nous dont parlait Richard Hogarth, le sociologue anglais, qui se reposait à eux, les bourgeois du centre-ville, des autres quartiers, Rupin, etc. Moi, j'ai entendu l'expression déjà nous, que nous d'abord, les vrais potes sur qui compter, donc un nous sélectif, on fait le tri vis-à-vis de ceux qu'on fréquente, c'est-à-dire qu'il y a les saluts ça va, les gens qu'on est bien obligé de côtoyer. En milieu rural, vous ne pouvez pas éviter les gens. C'est-à-dire que c'est pas très segmenté au niveau des quartiers, etc. Donc, y compris ceux avec qui vous avez des inimitiés, vous les croisez, il faut faire avec. Et vous voyez peu de nouvelles têtes, donc en fait, il y a une conscience comme ça de devoir fréquenter tout le monde. Mais on fait le tri notamment parce qu'il n'y a plus les bars, comme on disait tout à l'heure, on se fréquente plutôt chez les uns les autres, donc en passant le pas de la porte, on invite qui on veut chez soi. Donc on se voit très souvent, mais dans un petit clan. C'est pour ça qu'on appelle ça des clans, et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas accès disent le problème c'est les clans. Si tant que tu n'es pas dans un petit clan, tu n'auras pas accès à l'emploi, tu seras toujours traité de feignant, etc. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et comment ça se joue maintenant ? C'est-à-dire que les aînés avaient tendance à reprocher aux jeunes, à leurs enfants, d'être tout le temps entre eux, de fréquenter toujours les mêmes personnes. Et moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et il y a une explication, j'ai plutôt une approche, on va dire, héritée plutôt du marxisme, qui entend dire que la manière dont les gens se fréquentent dépend beaucoup en fait de leur inscription dans les rapports de production, et notamment sur le marché du travail local. Et si on regarde, en fait, on est passé de grands collectifs de travail dans les usines du coin, on est sur typiquement des bourgs de 2000 habitants où l'usine a employé 400 personnes, ça veut dire qu'elle fait vivre toutes les familles, et que les gens ont tendance à partager une communauté aussi d'existence, on gagne à peu près les mêmes salaires, on a des communautés d'intérêt parce qu'on se mobilise ensemble, y compris en lien avec le paternalisme, c'est pas des grandes mobilisations, mais on négocie quelque chose, et on se fréquente dans les bars, on fait pas le tri, parce qu'en fait on a tous à peu près les mêmes modes de vie. Et ça c'est le discours des anciens, qui alimente aussi une grande nostalgie qui est assez typique des gens qui votent pour l'extrême droite, du 7 mieux avant, du temps où il y avait de l'emploi, du temps où personne se tirait dans les pattes, où tu pouvais laisser ta voiture ouverte, etc. Enfin ça j'entendais ça vraiment tout le temps, le discours nostalgique était très présent. Et au contraire, chez les jeunes, ça va être l'idée de se dire, en fait, moi les vrais potes sur qui compter, c'est ceux à qui je peux faire confiance et ceux, ils le disaient pas directement comme ça, mais avec qui je suis pas en concurrence. Et ça, c'est très important dans des espaces d'interconnaissance, dans les milieux ruraux, c'est que quand vous allez, par exemple, vouloir postuler à un emploi d'employé de mairie, comme j'ai pu le voir pour un ouvrier qualifié, qui est plutôt bien rémunéré, qui est considéré comme un emploi où on ne va pas se casser le dos, où on peut faire un peu une carrière, vous allez avoir des jeunes qui se présentent, qui sont généralement amis entre eux, qui se connaissent depuis toujours, qui ont à peu près les mêmes CV, et ça va se régler généralement, comme on dit, par piston, par celui qui connaît un conseiller municipal qui est d'une plus grande famille que l'autre. Donc après, les inimitiés, les rancunes, les jalousies qui vont s'en suivre, elles sont généralement aussi fortes et aussi longues que les amitiés qui les ont précédées. Et c'est pour ça que c'est très compliqué en fait aujourd'hui d'avoir une conscience à l'échelle de la classe sociale qui est souvent renvoyée. Moi, je me rappelle de discussions là-dessus dans un petit clan d'amis en leur demandant si ils se verraient justement solidaires entre eux avec des ouvriers. Ils disaient mais ça c'était le temps de nos parents, des usines et de Johnny Hallyday. C'était le temps de la classe ouvrière. Nous on n'est plus la classe ouvrière, il n'y a plus ça. Maintenant c'est un peu on fait le tri. Voilà, c'était entre ceux à qui on peut faire confiance et les autres à qui on est opposé. Et donc on a des difficultés quand on est à leur niveau,
à être ami avec des gens avec qui on est concurrence sur un marché du travail atone qui joue beaucoup sur la réputation et forcément ça ouvre en fait d'autres types d'alliances. Et donc moi ce que je retrouvais dans mes bandes de copains, j'ai pris un peu les propriétés sociales de tous les groupes d'amis qui étaient composés entre 10 et 30 personnes selon les bandes de potes qui se fréquentent régulièrement. On avait des sociabilités comme on dit très interclassistes, c'est-à-dire que le petit patron, l'artisan, l'agriculteur, qui a du patrimoine, qui va être héritier plus tard, quand on a 30 ans, entre 25 et 35 ans, on se fréquente. En plus, vu que c'est des classes sociales qui sont toutes marquées, c'est des groupes sociaux qui sont tous marqués par leur distance au pôle culturel, on va tous être d'accord sur le fait, par exemple, que les études supérieures, ça sert à rien. Moi, j'avais beaucoup de discours là-dessus parce que j'incarnais ça, moi, en tant qu'étudiant qui venait faire sa thèse. J'étais vraiment celui qui, allait faire un métier qui ne sert à rien, où on ne sait rien faire de ses mains, qui n'est pas du concret, qui coûte cher à ses parents, parce que, venant des classes populaires, étant assigné aussi à une origine populaire, du coup, par mes enquêtés, on me disait, mais en fait, tu sacrifies un peu ta famille pour faire tes études, alors que nous, depuis 16 ans, on ramène de l'argent et on n'est pas là à manger la gamelle des parents, quoi. Et donc, tout ça, c'était aussi un retournement symbolique des valeurs qu'on court à l'échelle nationale, où on sait prendre notamment les enquêtes de Tristan Poulawek là-dessus, qui montrent bien qu'en fait, y compris dans les milieux populaires, on veut que les enfants fassent des études supérieures, mais ça dépend où vous habitez. Quand vous habitez dans des zones où il n'y a pas d'étudiants, où il n'y a pas ce modèle-là qui promeut une réussite sociale incarnée, proche, en fait, vous allez plutôt du côté petit artisan, petit patron, qui eux incarnent le modèle de réussite local. L'auto-entrepreneur qui a commencé plombier, qui finit par employer des gens, à racheter 2-3 maisons, à les louer sur Airbnb, etc., c'est typiquement les trajectoires qui reviennent tout le temps parmi mes enquêtés ouvriers, y compris les plus précaires, comme quelque chose à quoi on aspire. Et donc on a envie de fréquenter ces gens-là. Et de l'autre côté, ces gens-là sont très à l'aise dans les sociabilités communes avec les ouvriers, parce qu'ils se retrouvent sur les chantiers, parce qu'ils ont les mêmes loisirs, on se fréquente au foot, on se fréquente à la boxe, au motocross, à la chasse. Tout ça en fait se tient dans un petit monde où on a une vision très homogène, un style de vie assez homogène, même si en fait il y a des relations de domination très fortes. Et ça c'était quelque chose moi sur lequel j'insistais pour pas, on me traitait justement de bisounours moi quand je parlais du fait qu'il y aurait des solidarités plus larges que à celle du clan qui pourraient être mises en place, mais je voudrais pas non plus être trop bisounours sur ces solidarités-là qui se mettent en place à l'échelle du clan, où j'ai des enquêtés qui me disent le problème c'est qu'on est les meilleurs copains, donc avec le patron, le soir à l'apéro, et puis qu'on s'entraide tout le temps, mais des fois le matin sur le chantier ils nous parlent pire qu'à des chiens, c'est-à-dire que la domination patronale, ils en avaient toujours conscience, et elles sont toujours sous tension ces relations interclassistes. On sait qu'on en a besoin aussi, parce que si ceux qui sont vécus, qui se vivent et qui sont promus comme des gros poissons dans une petite mare, mais comme les bons travailleurs, ceux qui font vivre nos campagnes, si eux vous disent du jour au lendemain que vous ne savez pas travailler, ça va être très compliqué pour vous, si vous êtes ouvrier, si vous êtes un salarié, pour aller retrouver du travail dans le secteur. Donc moi j'ai des enquêtés qui sont partis du jour au lendemain au foyer des jeunes travailleurs dans une grande ville parce qu'ils se sentaient grillés dans l'espace local, spécialement après un conflit en fait avec un employeur local qui fait partie des bandes de potes, qui fait partie de l'équipe de foot, qui est marié avec une femme de classe populaire et qui en fait dénigre, et sa parole pèse énormément. Ah ouais, c'est des solidarités à plus petite échelle, plus sélectives, excluante aussi par bien des aspects, en quelque sorte à double tranchant, quoi. C'est ça, et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a évidemment des conflits qui arrivent au sein même d'une petite bande de copains, parce ça peut même être des concurrences, je veux dire, pour accéder à un bien immobilier, par exemple, parce que c'est encore des espaces où l'immobilier est le moins cher de France, ils achètent leur maison entre 30 et 50 000 euros, et ensuite ils les retapent. Alors ils les retapent parce que tout le monde travaille un peu dans le bâtiment, il y a des savoir-faire manuels, et la bande de potes vient aider tout le monde. Donc ça, c'est une vraie inégalité d'ailleurs, après avec le patrimoine accumulé qui va se faire. Mais tout ça, en fait, ça peut générer des concurrences, y compris même sur le marché matrimonial, parce qu'en fait c'est des gens qui sont un petit espace, votre compagne est souvent l'ex de quelqu'un que vous connaissez, etc., y compris entre les femmes, il peut y avoir ces luttes-là en fait, et donc c'est de voir qui est mis sur la touche, qui est zappé ou grillé, comme disaient les enquêtés, une fois qu'il y a ces conflits-là. Alors on se rend compte d'abord que c'est les femmes, parce qu'en fait, les femmes c'est une domination masculine qui est exacerbée là-bas par le fait que le marché de l'emploi féminin est beaucoup plus précaire. Donc qu'est-ce qui se passe quand on se met en couple ? C'est généralement l'homme qui reste dans ce qu'on appelle son autochtonie, dans son village, là où il a sa bande de potes, là où il a son club de foot ou de chasse, là où il a son travail, et qui a plus généralement aussi hérité des capitaux familiaux, c'est-à-dire que typiquement la sœur fait des petites études supérieures, et le garçon qui ne fait pas d'études, on lui dit lui on va lui donner la maison de la grand-mère, il saura la retaper avec ses
ses copains et du coup il a déjà un patrimoine, là où la sœur aînée est censée s'en sortir avec son capital scolaire accumulé d'elle-même. Et donc il a beau jeu de dire à sa compagne, quand ils se mettent en couple, viens me rejoindre dans mon village. Et elle coupe les ponts avec ses solidarités amicales qu'elle pouvait avoir avant et même ses proches familiaux. Et puis en plus, on sait que quand il y a des grandes inégalités économiques, des inégalités de salaire entre les hommes et femmes, les couples ont tendance à se former entre un homme largement plus vieux que sa femme. C'est un peu le syndrome du médecin qui se met en couple avec une infirmière, c'est rarement une infirmière du même âge. Bon là c'est un peu la même chose en milieu ouvrier, où on a déjà des hommes de 25 ans, typiquement les couples que je suivais, qui se mettent en couple avec des femmes de 20 ans. Et donc elles se vivent comme des pièces rapportées dans les groupes d'amis. Et quand il y a conflit, elles me disent je vois plus personne. C'est-à-dire que si je me sépare, je suis toute seule. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'elles se remettent en couple très rapidement, elles me parlent de leur stratégie, où elles sont dans une forme de précarité vraiment exacerbée. Alors que l'homme, lui, il va rester dans ces solidarités-là. Aussi, d'autres qui sont exclus plus rapidement, c'est les racisés. Pourquoi ? Alors parce que d'abord, je vais venir après aux logiques spécifiquement, aux discours spécifiquement racistes, aux exclusions spécifiquement basées sur le fait que ce soit des descendants d'immigrés, mais il y a avant tout aussi le fait qu'ils appartiennent aux fractions les plus précaires généralement des classes populaires locales, qui ont peu de capital d'autochtonie. Les parents peuvent habiter encore en HLM dans les petites cités rurales sur lesquelles qui composent ces habitats-là. Et du coup, ces jeunes-là qui viennent du Maroc, Algérie pour les immigrations les plus communes, leurs parents en tout cas sont venus et eux ont souvent la binationalité. Me disent on m'a jamais appelé le sale arabe, j'ai jamais vécu avant d'être en conflit, mais en tout cas de la part des personnes qui font partie de mon clan, j'ai jamais ressenti ce racisme. Mais par contre, dès qu'il y a eu cette embrouille-là, j'étais devenu le sale arabe. Et c'est sur une base raciale, avec un discours raciste, qu'on m'a d'autant plus exclu. Il y a une espèce de double peine qui était vécue et que moi j'ai vu concrètement, qui les amenait à être rapidement exclus. Et donc ils pouvaient basculer de ce côté-là, quand d'autres, issus de l'immigration aussi, allaient quand même au prix de faire assez profil bas généralement, pouvoir rester dans les solidarités amicales, mais en avalant des couleuvres parfois sur ce qui pouvait se passer. Tu as parlé de capital d'autochtonie, est-ce qu'on pourrait juste préciser le sens de ce concept qui a été développé à ma connaissance par le sociologue Jean-Noël Rothière il y a déjà un moment, mais est-ce que donc tu as dit les enfants d'immigrés ont moins de capital d'autochtonie, est-ce qu'on pourrait simplement dire ce que ça veut dire ? C'est une ressource, c'est un capital qui est lié au fait d'être du coin, d'être bien vu, d'avoir une bonne réputation, donc souvent c'est quand on vient d'une famille bien ancrée localement, qu'aussi on a une manière de vivre qui vous permet d'être reconnu localement. Moi j'ai relativisé un petit peu l'importance du capital d'autochtonie par l'ancienneté, c'est-à-dire que ça tient pas au fait que d'être là depuis des générations. J'ai vu par exemple des jeunes ouvriers arriver dans un village et très vite s'investir dans le club de foot, en devenir entraîneur. Ils devenaient très vite plus autochtones qu'un autre enfant d'ouvrier, mais qui n'aimait pas le foot, qui était plus porté vers la lecture, par exemple, qui aurait voulu faire des études et qui, lui, rentrait pas du tout, dans le style de vie, dans la masculinité aussi, qui était valorisée localement. Donc lui, il était beaucoup plus mis sur la touche et beaucoup moins du coin, finalement, que quelqu'un qui correspondait complètement à ce qui était attendu d'un homme de milieu populaire dans ce milieu-là. Ça marche bien, ce concept-là, pour penser qu'il y a des ressources qui tiennent pas qu'à l'argent, qui tiennent pas qu'au diplôme, qui tiennent pas directement que au carnet d'adresse, mais qui tiennent aussi à votre réputation, à ce qu'on dit de vous. Et ça, c'est vraiment une façon de produire des frontières sociales. On peut revenir aussi aux travaux de Elias et Scottson là-dessus, sur l'importance des ragots dans des petites communautés urbaines ou rurales pour créer une division entre des insiders et des outsiders, entre des gens bien et des gens à problème, de qui on va qu'on va accuser des différents mots de la petite société locale. Et ça, on le retrouve dans ces espaces-là. Et je pourrais digresser pendant longtemps, mais sur la manière dont finalement on va produire, on va stigmatiser certains groupes sociaux qui, à l'échelle nationale, seraient aussi perçus comme les dits petits blancs, c'est-à-dire qu'on ne verrait pas forcément de différence entre eux, mais par rapport à la rue où ils habitent, par rapport à leur seul patronyme, on va les catégoriser comme des cas sociaux et on va d'emblée les stigmatiser
stigmatiser, les empêcher d'accéder au marché du travail. Et dans mon bouquin, je leur consacre un chapitre comme ça où on suit dans sa démarche d'emploi un jeune que j'appelle Lorenzo, et qui lui en fait se fait systématiquement refouler de tous les chantiers sur lesquels il postule, alors qu'il a toutes les compétences, qu'il a passé tous ses diplômes, simplement en fait par son patronyme, parce qu'il vient d'une famille où les parents travaillent plus, une fois ils ont pas retrouvé de travail après leur licenciement, ils vivent des minima sociaux et soi-disant de petites combines. Donc voilà, il y a ces formes de mise à l'écart en fait qui se font sur la base que d'autres sont très autochtones, que d'autres ont bonne réputation. Il n'y aurait pas tous ces enjeux et ces soucis de la sale réputation si, de l'autre côté, il faut raisonner un peu de manière dialectique là-dessus, il n'y avait pas justement cette mise en valeur de certains parcours, de l'artisan, etc., ou pour ceux qui n'ont pas pu trouver de métier sur place, des pompiers de Paris, des militaires qui reviennent le week-end, qui deviennent vite propriétaires, et qui incarnent aussi, là encore, c'est des parcours très masculins qui sont valorisés de toute façon dans ces espaces-là, qui incarnent des masculinités plus dignes, voilà, qui vont faire la morale concrètement aux jeunes qui vont être plus dans des précarités d'emploi. Donc ça se passe aussi, notamment par rapport à la ville, de manière très directe. C'est-à-dire que quand vous voulez traiter quelqu'un de cas social, vous lui dites en face, devant le bureau de tabac, devant tout le monde, sur la place publique. Et donc les assignations vont très vite. Peut-être qu'on peut revenir sur concrètement comment ce jeu des concurrences, et peut-être sur le temps moyen, je dirais, sur les dernières décennies, cette montée des concurrences sur le marché du travail, sur le marché matrimonial, sur le marché immobilier, comment ça joue sur la manière dont les individus que tu as enquêtés et les groupes se positionnent politiquement. Comment on pense la relation entre, en gros, les conditions à la fois de vie mais de sociabilité de ces enquêtés, et puis la manière dont ils vont voter, la manière dont ils vont se positionner dans le champ politique. Alors tu disais plutôt à droite, voire à l'extrême droite, de manière très, très massive, avec par ailleurs un aspect qui est intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que, contrairement à ce qu'on raconte souvent sur le fait que le vote d'extrême droite serait caché, dissimulé, sous-déclaré, on voterait pour l'extrême droite dans la honte, dans ces territoires-là, dans les groupes que tu as enquêtés en tout cas, on n'est pas sur cette logique-là, on est plutôt dans la honte quand on est en quelque sorte de gauche et on déclare peu ses opinions de gauche, si j'ai bien compris. Ah oui, complètement. Moi j'ai le souvenir d'un reportage du journal de 13h de TF1 qui était venu dans un des villages où j'enquêtais et qui cherchait des gens après l'élection présidentielle parce que le taux de vote FN avait été très très élevé. Donc il venait demander, il cherchait les électeurs FN, et il y a un gars qui répond qui n'était pas allé voter la veille, puisqu'il me l'avait dit, et j'avais vu qu'il n'était pas allé au bureau de vote, puisque moi j'y étais resté. Et en fait, il dit « Ah oui, j'ai voté Marine, parce que machin », et il se met en fait à se vanter d'avoir été voté Le Pen, alors qu'il est sur un vote en dilettante, typique des milieux populaires. Et d'ailleurs, dans ces milieux-là, c'est là où il y aurait tout un tas de questions à se poser sur l'abstention. Souvent, on sait qu'à gauche, on est plutôt en train d'essayer de se dire qu'il faut ramener les électeurs abstentionnistes aux urnes, parce qu'ils ont plutôt des profils qui alimenteraient les votes de gauche, mais il y a aussi des électeurs abstentionnistes qui ont des profils très proches en fait de ceux qui votent à l'extrême droite, et moi je retrouvais avant tout des abstentionnistes, mais qui me disaient que s'ils voteraient, ils iraient plutôt voter Le Pen. Donc est-ce que c'est ça aussi qui les dissuade de voter, c'est qu'ils ne sont pas vraiment prêts à voter Le Pen, mais voilà, il y avait un côté où on s'en vante, et c'est justement pour ne pas passer pour un cassos, pour ne pas passer pour quelqu'un qui dépend des minima sociaux, qu'on va dire, moi je suis du côté de la droite, de l'extrême droite, des gens bien, voilà, avec tout ce lexique-là qui se tient ensemble. Et voter extrême droite, c'est une espèce de mise en avant de la conscience de la dureté du monde, du fait que tout le monde se tire dans les pattes, comme j'entendais, de me dire que Marine, c'est la seule à dire que ça pète de partout, que tout le monde se tire dans les pattes. Voilà, ça revenait sans arrêt. C'est-à-dire qu'elle serait la seule à faire un tableau honnête de la société. Pourquoi ? Parce qu'elle est celle qui brosse le tableau d'une société conflictuelle. Alors,
l'idée que la société est conflictuelle, on va me dire historiquement, c'est le discours de la lutte des classes et de la gauche. Il est quand même moins porté aujourd'hui par la gauche, ou en tout cas dans les espaces médiatiques, dans les médias que ces classes populaires-là reçoivent et consomment beaucoup, ils ne l'entendent pas, ce discours d'une lutte des classes. Donc celle qui parle d'un nous contre eux, c'est Marine, et Le Pen père avant. Et donc ils se sont raccrochés à ça. C'est-à-dire qu'il y a des ressorts psychologiques qui sont liés à leur concurrence, comme je disais tout à l'heure, d'une déjà nous, ou nous d'abord, qu'on fait écho aux Français d'abord, quoi. Et ils ont fait le parallèle très vite. Et ils se sont déportés aussi, comme on le disait tout à l'heure, en même temps que les gens les plus légitimes localement, qui sont les petites élites économiques, qui n'ont pas hésité une seule seconde, en fait, à verser dans le discours d'extrême droite. Et même les élus locaux affiliés à la droite classique, on va dire, mettent, moi je voyais par exemple sur leur page Facebook, etc., relayer les caricatures de Christiane Taubira, enfin voilà, des actes racistes de ce genre, en fait, étaient complètement open et déclarés. Et donc ça légitimait aussi, c'est-à-dire que moi je me rappelle aussi d'une réaction, on regardait beaucoup la télévision avec les enquêtés, parce que je passais énormément de temps chez eux à l'apéritif le soir, etc. Quand il y avait Éric Zemmour qui était régulièrement présent dans une émission de talk-show, il y avait cette idée que lui, il met un costard, il est bien habillé, il parle très bien, et en plus il dit des trucs racistes d'extrême droite, donc ça veut dire que finalement toute cette parole-là, elle est légitime, puisqu'elle est portée par quelqu'un qui ressemble aux notables locaux auxquels on a appris depuis des décennies à accorder une grande légitimité, parce que c'est eux qui pourvoient l'emploi dans cette économie paternaliste, et c'est eux aussi qui ont accordé des lopins de terre, la petite propriété, qui ont mis un pas en fait dans l'idée qu'on serait du côté des possédants pour ces classes populaires-là qui objectivement ont des salaires très bas et vivent avec un pouvoir d'achat très, très restreint, quoi. Ouais, ce que je comprends, c'est que d'une certaine manière, c'est pas tant le programme de l'extrême droite que d'une certaine manière sa vision du monde un peu fondamentale, avec des polarités, comme le dit le slogan des identitaires, les nôtres avant les autres, quoi, qui en quelque sorte font écho à l'expérience que tes enquêtés font du monde social, d'un monde social, voilà, où les solidarités sont à échelle très restreinte, où on se sent menacé sur les différents marchés qu'on a évoqués par d'autres, mais pas nécessairement, ce que tu montres, pas nécessairement sous une forme toujours racialisée, c'est-à-dire que les autres, ça peut être évidemment effectivement les racisés, les non-blancs, etc. Mais c'est pas nécessairement ça dans l'espace local. Dans l'espace local, c'est pas ça. Et en même temps, c'est-à-dire que dans l'espace local, concrètement, moi j'ai des enquêtés qui votent FN, se disent 100% FN. Je parle beaucoup d'un enquêté dans le bouquin que j'appelle Émilien. Sa bande de potes est composée de jeunes dits manouches, donc ils sont aussi très racialisés, hein, vraiment très stigmatisés localement, voire plus en fait que les jeunes issus de l'immigration maghrébine selon les villages. Ça dépend vraiment de les morphologies locales. Et d'autres membres de cette bande-là sont des jeunes qui sont binationaux algériens. Et donc il se retrouve un peu tout le temps, lui, le cul entre deux chaises, où il me dit la semaine prochaine je peux pas aller jouer au foot parce que en face c'est une équipe de cité, je vais me battre, il a un bracelet électronique, etc. Enfin voilà, il a eu des ennuis judiciaires pour d'autres faits, hein, mais il a eu aussi des comportements violents, des bagarres, etc. dans sa vie, et donc il redoute, et il tient comme ça son copain par le bras à ce moment-là, qui a le maillot de Karim Ziani, qui est un joueur de l'Algérie d'il y a quelques années, et qui est binational algérien, et je lui dis un arabe t'en as un côté de top, ça te pose pas de problème. Là, il dit mais lui c'est mon loulou, c'est pas pareil, on bosse ensemble, demain je l'aide à déménager, ce qui est vrai, ils ont des solidarités très fortes. Enfin voilà, et quand je disais tout à l'heure que les racisés doivent avaler des couleuvres, c'est que son copain me dit non mais ici tu sais ils sont tous racistes, ils parlent comme ça, mais ils captent même pas Skyrock. Enfin voilà, il essaye de faire un brin d'humour sur dit qu'il sait même pas de quoi il parle, mais ça marche en fait au niveau du vote Le Pen, c'est-à-dire qu'on se dit nous ici c'est pas la guerre des civilisations, le choc des civilisations, c'est le choc à la limite des dicassos contre les gens qui travaillent, enfin voilà, cette conscience triangulaire dont a beaucoup parlé sociologue Olivier Schwartz, entre en gros un eux d'en haut, lointain, des riches que finalement on côtoie plus trop et qu'on connaît plus trop bien, puis qu'on a plus trop tendance à critiquer, mais surtout les autres d'en bas, qu'on regarde beaucoup, vers lesquels on a peur de verser et auxquels on ne veut pas être assigné. Donc stigmatiser les plus faibles, ça permet à toi de te valoriser. Et moi j'avais tendance à dire, on est tous le cassos de quelqu'un en fait dans ces espaces-là. À mesure qu'il y a moins d'emplois, à mesure qu'il y a plus de chômage et que la figure du chômeur elle est omniprésente, c'est de plus en plus stigmatisant d'être chômeur. C'est ça qui est paradoxal, c'est que moins tu as la possibilité de sortir du chômage, plus être un jeune de 25-30 ans au chômage depuis 2 ans, ça va susciter des calomnies, des rejets. Donc les filles, avec l'idée qu'elles vont être filles mères, qu'elles vont faire des enfants pour les allocations, qu'elles ne cherchent pas d'emploi. Et d'ailleurs, dès que je faisais des entretiens
avec les jeunes femmes, y compris quand il y avait leur conjoint qui était là, on me disait elle est au chômage, mais ici il n'y a rien pour les femmes, donc c'est pas de sa faute, quoi. On cherche, mais il n'y a rien. Et pour les jeunes hommes, évidemment, ça va être l'idée de il veut pas travailler, il est feignant, et on les met même à l'écart du travail au noir, qui est très important dans ces espaces-là. Par contre, là où quand même il y a une adhésion finalement qui à mon avis est difficile à renverser du côté du vote FN, c'est que non seulement ça renvoie à la structure vraiment des rapports de classe localement, donc ça veut dire que c'est les bouleversements économiques qui ont fait tomber ces classes sociales-là dans l'escarcelle du FN, alors qu'avant elles étaient déjà de droite, donc de toute façon le déplacement il n'a pas coûté grand-chose, on va dire, mais c'est aussi qu'ils s'accordent sur le fait qu'à l'échelle globale, qu'ils avouent ne pas connaître, ça doit être vrai ce qu'elles racontent. C'est-à-dire que l'idée qu'on est menacé par d'autres, par des immigrés, même pas par des immigrés, plutôt d'ailleurs par des descendants d'immigrés, en fait, concrètement, eux, ils le comprennent, le discours contre les populations des cités, d'autres Français, ça les dérangerait pas de se dire qu'on va persécuter toute une partie de la population au principe, tant que ça les touche pas eux. Là, quand même, cette idée-là, elle s'est imprégnée. Pourquoi ? Parce que on les retrouve dans différents discours, notamment, moi j'ai entendu beaucoup ça, un discours plus général, plus raciste, vraiment assumé, plus global, du point de vue des petites élites locales, des petits patrons, etc., qui disaient que ça va plus, qu'on trouve plus personne à embaucher, que dans les boîtes d'intérim, ils proposent plus que des Noirs et des Arabes, et que ça vaut rien. L'idée du ça vaut rien, normalement, moi ce que j'entendais, c'est un homme qui ne travaille pas ne vaut rien, ou le ça vaut rien, c'était pour les cas sociaux, c'était pour les gens qui ne travaillaient pas. Et là, en fait, ils l'étendent en fait à un groupe racialisé. Et d'emblée, en fait, on voit le saut qu'il peut y avoir et comment, de quelque chose qui tient à des petites concurrences locales, on va adhérer à une vision globale qui vous propose tout un package. Et Marine Le Pen ou le FN ne le savaient pas forcément. Ça, moi, j'ai assisté à une conférence d'elle, ce qui fait sa rentrée politique dans un village de Haute-Marne. Tous les ans maintenant, qui ont fait un peu sa roche de Solutré, où elle expliquait qu'il y avait des gens de l'Est qui venaient voler des tracteurs. Elle était dans une campagne qui n'était pas du tout agricole, il faut le rappeler peut-être aujourd'hui, mais les effectifs d'agriculteurs, y compris dans les espaces ruraux les plus agricoles, c'est toujours moins de 5% de la population active, avec les ouvriers agricoles et les chefs d'exploitation. Voilà, on est avant tout sur des populations d'ouvriers dans différentes boîtes, plus ou moins grandes, et donc eux, ils étaient là un peu à regarder ça, à s'interroger, mais finalement, vu que c'était Marine, qu'elle était venue, que c'était vu à la télé, et puis qu'elle renvoyait à des choses un peu plus flottantes, son discours passait très bien. Et donc elle a même pas, c'est là où ça peut être frustrant pour des personnes qui se disent comment reconquérir l'électorat populaire en leur parlant du réel, c'est qu'elle ne leur parle pas forcément du réel, mais que ça marche. Peut-être une précision, tu as parlé alternativement de descendants d'immigrés et de racisés, c'est pas forcément équivalent parce que parmi les descendants d'immigrés, il y a une partie qui sont descendants d'immigrés européens qui ne sont pas forcément racisés, mais qu'est-ce qu'il en est dans l'espace local quand on est, je sais pas, issu de l'immigration italienne ou portugaise par exemple, est-ce que on a le même statut ici ethno-racial en quelque sorte que les descendants d'immigrés algériens ou que les dits manouches qui effectivement sont fortement stigmatisés, tu le disais, dans l'espace local. Est-ce que c'est l'immigration et les descendants d'immigrés en tant que tels qui sont l'objet de préjugés négatifs par exemple, ou est-ce que c'est spécifiquement les racisés ? Ah non, là, ça a complètement bougé. L'immigration italienne et portugaise a été très massive dans ces campagnes-là, en fait, avec vraiment une arrivée, des villages entiers qui se construisaient, notamment d'Italiens, où j'ai des récits, moi c'est mon histoire familiale, donc je connais un peu ces histoires-là, où les enfants d'Italiens on jugeait qu'ils avaient des poux et qu'ils étaient sales, et du coup ils avaient un banc spécial à l'école pour s'asseoir sur l'autre banc, et on n'autorisait pas aux Italiens dans les premières années de construire des maisons dans les villages, donc ils habitaient dans des cabanes, ils faisaient du charbon dans les bois, etc. Il y a eu un vrai racisme en fait dans les années d'après-guerre, c'est les années 50 jusqu'à les années 60. Mais après, une fois que les nouvelles vagues d'immigrés arrivent du Maghreb, on passe en fait complètement vers eux pour tout ce qui est des logiques d'exclusion sur un prisme racial. Et quand je dis descendants d'immigrés, là effectivement, de manière un peu automatique, je pense même que aux immigrés maghrébins, parce qu'il n'y a pas eu d'immigration après d'Afrique subsaharienne qui arrive derrière, parce qu'il n'y avait plus d'emploi, et c'était des zones de moins en moins dynamiques. Mais voilà, eux, ils ont gardé cette assignation identitaire-là. Le stigmate, quoi. Ce stigmate. Et ceux qui arrivent à le retourner sont ceux qui réussissent. Là, j'ai le cas, par exemple, de jeunes qui arrivent à avoir une grosse
réussite économique, qui sont des binationaux algériens, qui sont vraiment dans les groupes de Français aussi, qui vont être des chasseurs, enfin voilà, qui vont à la fois revendiquer vraiment leurs doubles origines, mais aussi se fondre dans les loisirs locaux, dans le style de vie local, qui vont par exemple, après un chantier fait chez un client qui est ouvertement raciste, s'amuser en fait à poser un grand drapeau marocain sur sa maison et à le laisser flotter comme ça pendant des jours en sachant qu'il ne peut pas aller l'enlever. Enfin voilà, c'est des petits retournements comme ça du stigmate et de certaines personnes qui, au prix en fait de leur réussite économique et de leur valorisation par le travail, par les coups de main, enfin voilà, il y a des extraits dans le bouquin où on me dit bon bah lui tu vois c'est un arabe mais je peux compter sur lui, bon ils ne le disent pas exactement comme ça, c'est des mots un peu plus cash, mais voilà, de dire au moins lui c'est un vrai pote sur qui compter. Donc en fait le côté racial je vais le nommer, par contre on va jamais oublier que c'est un arabe, et comme je disais, s'il y a conflit là il va le redevenir d'autant plus, mais en tout cas ça peut passer au second plan, mais au prix d'une intégration économique forte. Et du coup quand on est dans des zones où, notamment dans les petites cités de campagne, on est vraiment sur les anciens villages industriels où il n'y a plus d'emplois à moins de 35 km et où il y a une pauvreté un peu endémique qui se fait, en fait le côté division raciale va être d'autant plus forte que le chômage pèse beaucoup en fait sur ces jeunes-là, et donc ils sont assignés vraiment à un groupe, une minorité du pire local de laquelle il faut à tout prix se distinguer. Donc ça dépend vraiment là du dynamisme aussi économique, et sur le terreau assez fertile comme ça de la montée du discours d'extrême droite, de sa légitimité, en fait c'est très compliqué d'inverser la tendance, quoi. Alors il y a une dimension qu'on n'a pas encore explorée, enfin qu'on a évoquée, mais qu'on n'a pas explorée sous l'angle de la politisation, qui est le genre. À la fois sous l'angle de, tout simplement, de est-ce que les femmes et les hommes votent autant pour l'extrême droite ou se politisent autant à l'extrême droite les uns que les autres, et peut-être quel rôle joue aussi la construction des masculinités ou inversement des féminités dans la politisation. Est-ce que ça a un rôle d'après toi? Est-ce que toi tu as observé des éléments qui permettent de penser en quelque sorte les rapports entre genre et politisation, quoi? Oui, alors là complètement en fait dans la masculinité, c'est des choses qui ont déjà été dites par d'autres collègues, mais une forme de valorisation de la virilité et de l'idée qu'on est un homme qui bosse dur et qui regarde les choses en face, qui regarde la dureté du monde en face, ça va de pair avec l'idée de se dire nous on assume d'être d'extrême droite ici, et c'est aussi une forme aussi de mise en avant d'une certaine autonomie culturelle locale, c'est-à-dire on sait qu'ailleurs ça peut être mal vu, mais nous ici c'est comme ça. De la même manière qu'on me disait, nous les études supérieures et les diplômes, pour nous justement, c'est pour les feignants et c'est pour les gens qui savent rien faire de leurs mains, donc c'est pas les gens les plus intelligents, quoi. Et ce retournement comme ça des hiérarchies culturelles, de normes sociales qui valent un petit peu à l'échelle nationale, ça joue aussi à plein en fait, de se dire bah voilà, nous ici c'est un peu la Corse sans la mer, ce qu'on me disait des enquêtés pour m'expliquer qu'on vit un peu, on décide un petit peu comme on veut. Il y a tout un discours d'ailleurs en quelque sorte très hostile à l'école publique et aux valeurs de l'école dans l'extrême droite, qui peut d'une certaine manière rentrer en correspondance avec cette vision du monde. Ouais, là on n'est pas on n'est pas par contre dans la Vendée, il n'y a quasiment pas d'école privée. Quand il y a une fermeture d'école, il y a de grandes mobilisations. Moi j'ai vu notamment des mères de famille se mobiliser énormément pour une fermeture d'école, une fermeture de classe il n'y a pas longtemps, qui sont des gens qui votent extrême droite et qui là en fait s'étaient mobilisés avec les enseignants. Donc là ça peut vraiment bouger. C'est un peu quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, une grande partie des enquêtés qui sont rentrés à fond dans ce mouvement-là. Le premier jour, on chuchotait entre nous, dans des petits ronds en disant bah c'est bien parce que si on met vraiment le bordel, il va y avoir un référendum et puis c'est sûr que Marine elle passe. Donc il y avait cette idée quand même qui était assez diffusée, en tout cas dans le péage que j'observais. Et puis quelques mois plus tard, ces gens-là, ils tenaient des pancartes non violence policière. Donc ils s'étaient retrouvés politisés par le mouvement, ce qui, avec le recul maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils votent plus, ils sont dans des, ils savent plus trop sur quel pied danser, ils sont pas allés vers la gauche, mais en tout cas l'adhésion un peu mécanique et valorisante pour l'extrême droite a été un peu remise en cause par un engagement de long terme dans le mouvement. Et ça, c'est pour ceux qui se sont investis durablement dans le mouvement, qui sont restés une minorité. Par rapport au premier jour, et les autres ils ont arrêté justement parce que ils disaient on nous dit que si on est là c'est parce qu'on est des cas sociaux et qu'on travaille pas. Et même dès le premier jour sur le barrage, on négociait pour dire on va laisser passer les artisans, les petits patrons, tous ces entrepreneurs de morale qui sont plutôt portés pour un vote pour l'extrême droite dont je parlais tout à l'heure. On disait c'est eux qui nous font vivre.
Ils ne font pas seulement vivre nos campagnes, c'est de eux qu'on dépend, donc eux, on ne peut pas les arrêter. Mais c'était surtout parce qu'on n'aurait jamais osé leur tenir tête dans un face-à-face sur un barrage à l'artisan du coin, qui est aussi votre pote, qui est plus légitime que vous dans son rapport au travail. Vous n'allez pas le bloquer quand vous êtes un intérimaire, précaire, vous le laissez passer. Alors même qu'ils avaient tendance à bloquer de riches touristes hollandais, par exemple, qui arrivaient dans un gros 4x4. Là, il pouvait y avoir même des échauffourées, etc. Parce que c'était vraiment l'incarnation de la richesse qui arrivait en villégiature dans le coin. Là, on y allait. Mais pour les autres catégories, concrètement les dominants locaux, qui sont aussi ceux qui occupent les mairies, qui tiennent les clubs de loisirs, les associations, etc., là, c'était beaucoup plus compliqué. Et de fait, ceux qui se sont intégrés longtemps dans le mouvement, c'était aussi ceux qui n'avaient pas une bande de potes ou un clan qui les valorisait. Et très vite, ils se sont appelés la famille entre eux, et ils ont dit j'ai trouvé une famille. C'est parce que aussi ça leur apportait cette appartenance, cette volonté de ne pas être plié sur l'individualisme, on en revient un peu au début, mais qui leur permettait de dire nous via le mouvement politique. Et ça, c'était intéressant, mais c'était très coûteux pour eux. Et ben voilà, moi j'ai des récits assez tristes aussi de gilets jaunes qui m'ont dit qu'ils ont perdu beaucoup d'amis, justement, parce qu'ils sont restés gilets jaunes. Alors que ceux qui ont su naviguer, d'être solidaires du mouvement, d'y aller au début, mais après juste amener une soupe ou amener 2-3 trucs, du bois pour faire le feu, et puis petit à petit qui se sont dit solidaires des gilets jaunes sur Facebook, etc. Mais quand même qu'il fallait laisser les gens aller bosser parce qu'on avait besoin de travailler et de faire vivre notre économie locale. Eux, ils ont un peu tiré tous les bénéfices finalement de cet engagement-là. Et alors pour revenir sur la question notamment on va dire des femmes, et des jeunes femmes notamment sur lesquelles tu as enquêté, et l'extrême droite, qu'est-ce qu'il en est localement ? On sait qu'au niveau national, le Rassemblement national aujourd'hui a un vote qui est beaucoup plus féminin qu'il ne l'était pour le Front national dans les années 90 notamment, où il y avait un sous-vote des femmes pour l'extrême droite, notamment pour Jean-Marie Le Pen. C'est plus tant le cas aujourd'hui pour Marine Le Pen, j'ai pas exactement les chiffres en tête. Mais il y a clairement eu ce que les sociologues appellent un changement du sexe ratio dans le vote pour l'extrême droite. Qu'est-ce qu'il en est localement ? Alors, moi, j'ai pas les statistiques sur le vote des femmes à l'échelle locale, mais en tout cas, à l'échelle de mes enquêtés, donc j'ai suivi à peu près 200 personnes, et puis j'ai suivi leur parcours de votants depuis les élections de 2012 jusqu'aux dernières. Donc, là, c'est un peu plus stable. Elles votent généralement à peu près comme les hommes, généralement aussi comme leurs conjoints. J'ai pas vu vraiment de choses massives là-dessus. Elles avaient moins de références dans leur l'idée du on se tire tous dans les pattes sur le marché du travail était plutôt, et Marine le dit bien, c'était plutôt un discours masculin parce qu'ils étaient beaucoup plus souvent insérés sur le marché du travail que leurs compagnes. Il faut savoir que le taux de chômage des moins de 35 ans, il est 2 fois plus grand chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes dans les campagnes industrielles, voire 3 fois plus grand dans certains bourgs industriels vraiment marqués par la désindustrialisation, parce qu'on était aussi sur des usines textiles, des usines qui employaient des femmes. C'est ça le paradoxe aussi de ces régions-là. C'est des régions très tôt qui ont été laïcisées, qui ont embrassé les idées révolutionnaires à l'époque, et qui étaient basées sur des couples biactifs, en fait, où il y avait par exemple beaucoup de clubs de foot féminins, de groupes de femmes qui s'affichaient dans l'espace public et qui avaient des solidarités féminines qui pouvaient se mettre en place à l'échelle des usines, etc. Bon, je ne veux pas trop enjoliver une période comme ça qui est assez mal documentée, en tout cas localement, mais voilà, il y avait ces structures-là qui existaient. Et aujourd'hui, ces femmes-là, elles se retrouvent beaucoup plus coupées de tout ça, individualisées, donc elles ont aussi en fait des prédispositions à tomber dans l'escarcelle de l'extrême droite. Et pour le coup, ce que je retrouvais plus chez les femmes, c'était des commentaires sur... par exemple, on regardait beaucoup de joueurs de foot à la télé, des commentaires racistes sur les joueurs noirs, ce genre de choses, quoi, mais moins sur le côté travail. Alors peut-être pour aller vers une conclusion de cet entretien, je me souviens que tu m'avais dit, il me semble que c'était autour de 2017, que parmi tes enquêtés, il y avait malgré tout, et malgré un peu ce que tu disais tout à l'heure, certains qui s'étaient sentis plutôt proches de Mélenchon. Je sais pas exactement, tu vas nous le dire, ce qu'il en était en 2022, donc plutôt proche d'une orientation à gauche, mais malgré tout conflictuelle, ou qui met en avant le conflit avec les élites, avec ceux d'en haut, etc. Est-ce que ça a duré ? Quelle forme ça prend ? Et d'une certaine manière, qu'est-ce qui a fait que la gauche, à ce moment-là, en tout cas Mélenchon, a pu peut-être décrocher une partie de la population. Alors, est-ce qu'il a décroché des gens qui votaient antérieurement pour l'extrême droite ou pas, ou est-ce qu'il a décroché des gens qui étaient plutôt abstentionnistes ? Enfin bon. Et comment tu vois des possibilités en quelque sorte, de contrer l'hégémonie que tu as décrite de l'extrême droite sur le plan un peu local, ou en tout cas de tes enquêtés ? Oui, l'élection où Mélenchon avait fait une percée, c'était suite en fait à un débat où il avait concrètement confronté Marine Le Pen
Je sais pas si tu te rappelles de cette scène où elle lit son journal en fait face à lui et lui parle du droit à l'avortement, je crois. Ouais, En tout cas des tout droits à des fait. femmes. C'était un débat télévisé où c'était l'émission de Marine Le Pen, mais lui intervenait comme ça. À un moment, elle avait plusieurs contradicteurs. Et c'est typiquement ça qui a fait que pour la dernière élection, mes enquêtés sont pas allés voter, mais vraiment de manière très massive, y compris ceux qui avaient voté FN avant, mais aussi ceux qui avaient basculé du côté Mélenchon, qui étaient soit des abstentionnistes, soit des anciens électeurs FN, et où ils s'étaient retrouvés à me dire, bah là, il l'a mouché, en fait, concrètement, c'est elle qui a été ridicule, il l'a clashé, et c'est une grande gueule, et il nous défend fièrement, quoi. Et en fait, cette idée qu'il faut du débat, qu'il y a de la conflictualité, comme je répète depuis tout à l'heure, dans leur monde social à eux, dans leur espace local, qu'il y a une conflictualité plus générale dans la société, ils ont besoin aussi à un moment donné de la retrouver dans les différentes opinions politiques. Et là, la manière dont a été amenée la dernière élection, où il n'y a pas eu de débat, en fait, tant qu'il n'y a pas de débat, en tout cas les classes populaires que je suivais, les gens de classe populaire ne se positionnaient pas. Pour eux, il n'y avait pas d'élection. Et moi, ce qui m'a frappé lors de la dernière élection, j'étais moins présent sur le terrain que pour les dernières, mais tout de même, on n'a eu aucune conversation là-dessus. Ça n'arrivait jamais. Et le dimanche, les gens ne sont pas allés voter. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas eu en fait cet véritable affrontement, pas seulement de posture, mais sur ce qu'on peut dire, de qui on défend, de comment à un moment donné on va être mis à défaut par l'argument de l'autre. Parce que c'est aussi des catégories sociales qui passent leur temps à parler entre elles, à valoriser énormément la parole. C'est-à-dire, quand on se fréquente 4-5 fois par semaine entre les meilleurs potes, etc., on est tout le temps en train de se vanner, d'avoir de la répartie. On parle aussi de politique. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen de rentrer dans des conversations où l'un prend le dessus sur l'autre. Et le fait d'avoir raison, de moucher quelqu'un, c'est très important. Et là, quand on le retrouve pas comme ça parmi les aspirants élus, c'est quelque chose en fait qui vous amène pas du tout à vous passionner pour la politique. Et puis il y a aussi ce côté que concrètement, à un moment donné, je pense que pour mobiliser ces classes-là, il va falloir se rappeler qu'il faut avoir des discours où on nomme en fait l'adversaire, on nomme l'exploitant, mais qu'on le nomme, qu'on l'incarne. Et qu'on le nomme de manière dialectique. Il suffit pas de dire mon ennemi c'est la finance. Ça, ils s'en fichent en fait. Ils comprennent même pas ce. Ça, c'était Hollande en 2012. Voilà, c'est ça, Hollande en 2012. Ça prend pas. Alors que concrètement, si on commence à expliquer que telle personne fait de la fraude fiscale massive et à quoi ça correspond, le fait qu'on a fermé tel ou tel espace, tel ou tel établissement public, parce que c'est paradoxal, hein, c'est des classes populaires qui votent à extrême droite mais qui sont très attachées aux équipements de l'État, qui se mobilisent beaucoup quand l'État se désengage localement. Donc voilà, il y a encore en fait tout un tas de ressorts qui serait traditionnellement plutôt favorable à la gauche. Hein. C'est un peu ce que fait Ruffin et ce qu'il a fait avec Bernard Arnault, c'est-à-dire d'essayer d'incarner, justement, au lieu de parler de la finance de manière abstraite, de dire, voilà, on va prendre un cas et vous montrer, déplier un peu comment il a détruit les usines dans le Nord, comment il s'est enrichi, etc. Oui, c'est ça, où... Par exemple, ce qui, là, plus récemment, c'est sur la question des prix des énergies. C'est-à-dire, quand on va concrètement dire, vous payez ça, parce que ça, on est sur des catégories sociales où le budget est très, très important. Et on discute beaucoup moins, par exemple, aujourd'hui du travail, de ce qu'on gagne au travail, que de ce qu'on dépense pour sa maison. C'est vraiment, hein, c'est là-dessus en fait qu'on va jouer. C'est-à-dire, celui qui s'en sort, c'est celui qui arrive à se faire une maison à moindre frais, à payer moins de chauffage, etc. Donc comment ça se passe ? Et quand on leur explique que, au final, le prix du kilowattheure, il dépend de ça, de telle politique néolibérale, etc., et que c'est telle et telle personne qui s'engraisse sur le dos des consommateurs de ces énergies-là, là, ça politise en fait. Mais il faut arriver à trouver ces ressorts-là. Et il faut arriver aussi à se dire qu'à un moment, ça doit émerger d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, qui a eu une histoire un peu malheureuse quand même avec la gauche, je me rappelle que tu m'avais sollicité pour que je parle de ce mouvement-là, parce que j'étais sur le terrain à ce moment-là, où on avait fait un interview, c'était sur Contretemps, où on avait été en fait un peu à l'écart de ce qui se disait dans la presse à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on avait plutôt les grandes gueules sur RMC, le BFM TV qui disait allez mettre un gilet jaune les premiers jours, et de l'autre côté les organisations de gauche, y compris les organisations syndicales type CGT, qui étaient plutôt dans le recul, voire des réactions tout à fait méprisantes. Moi je me rappelle de petites chroniques humoristiques sur France Inter, d'humoristes bien connus qui font passer les gilets jaunes pour des gros beaufs racistes en masse, de qui il n'y aurait rien à tirer, alors même que c'était
à un moment donné une prise des paroles de classe populaire qui n'était pas sur les questions raciales, qui n'était pas sur des logiques d'immigration, qui était sur la justice fiscale, pouvoir d'achat, et qui après arrivait très vite vers taxons les riches, enfin voilà, et où il y avait vraiment une volonté d'en découdre avec le système de classe tel qu'il était mis en place. Et donc le fait qu'il ne voit pas en fait derrière de réaction à ça, je pense que ça a vraiment déçu politiquement, et c'est tout le temps de toute façon l'extrême droite qui va générer du vote grâce à ça, quoi. Profiter en quelque sorte de la démobilisation et du désappointement en quelque sorte sur les concernant des faits en fait. De dire la vraie mobilisation politique c'est le vote, c'est ce qui est répété tout le temps par l'extrême droite. Arrêter les mouvements sociaux, les manifs c'est risqué. On est plutôt pour l'idée qu'il faudrait pas aller à la retraite à 64 ans, mais n'allez pas manifester des fois que. Donc voilà, tout ça en fait va de pair. Et si à un moment donné, c'est là où c'est très dur, c'est si à un moment donné localement il n'y a pas quelqu'un qui porte les idées de gauche, qui est là justement pour faire la jonction avec les gilets jaunes par exemple quand ça a émergé, bah ça se passera jamais. Et donc il y a des logiques de peuplement qui en France sont des logiques de polarisation où on va retrouver ce qu'il y a aux États-Unis, des États bleus, des États rouges, des États démocrates, des États républicains, où en fait il y a une victoire massive des deux camps dans chaque État, et à la fin ça se joue à pas grand-chose à niveau national à chaque fois, mais où nous on va avoir typiquement des espaces très homogènes où localement ce qui est légitime c'est de voter à gauche, ça va être Paris et les grandes métropoles, où on voit des cadres qui votent à gauche, des gens qui ont du patrimoine, etc., qui vont voter plus à gauche que les ouvriers, et des ouvriers qui, selon où ils se situent en France, vont pas du tout être politisés de la même manière, parce que autour d'eux, ils n'entendent pas le même son de cloche, et autour d'eux, on promeut pas la même vision de la société, et autour d'eux, il n'y a pas les mêmes solidarités qui se mettent en place quand ils se mobilisent, que ça soit une vraie mobilisation politique type gilet jaune, ou juste quand on se mobilise à l'échelle individuelle ou interindividuelle des groupes d'amis pour trouver un emploi, pour s'en sortir face à un conflit patronal, etc. Selon qui va t'aider et qui va te venir en aide, forcément qu'on va tendance à avoir dire nous d'une autre manière. Et moi je pense que l'enjeu il est là, c'est peut-être un sacerdoce, mais c'est de se dire qu'il ne faut pas en fait laisser cette polarisation se mettre en place, que toutes ces catégories sociales qui ont quitté massivement les campagnes industrielles, aujourd'hui quand il y a un attrait, on entend beaucoup parler de l'attrait de la campagne, de l'arrivée des néo-ruraux, et en fait les enquêtes nous montrent que les néo-ruraux vont vers des espaces déjà attractifs où il y a déjà en fait des catégories supérieures d'implantés, où il y avait déjà beaucoup typiquement de Parisiens qui avaient des résidences secondaires, l'ont pris à l'année, du coup on s'installe, et ils vont avoir des engagements, il y a des associations qui se montent, etc., qui sont plus progressistes, on essaye même de prendre la mairie, les gens à capital culturel, on sait qu'ils se font très vite élire dans les milieux ruraux, mais il y a d'autres espaces ruraux, très peuplés pour le coup, d'habitats groupés, anciennement industriels, qui sont complètement là laissés à la droite, et où ça fait office en fait de petits laboratoires et d'ancrage durable de ces idées-là. Et là, on a pas mal insisté sur le fait que le mouvement sur les retraites a été très massif, très fort dans les petites villes, y compris des villes où on n'avait pas vu ce genre de manifestation depuis, et cette ampleur de manifestation depuis très très longtemps, voire presque jamais dans l'histoire sociale. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as senti là dans la période récente, peut-être aussi en discutant avec tes enquêtés est-ce que c'est quelque chose qui te semble significatif ? Est-ce qu'ils sont allés manifester pour une partie d'entre eux, par exemple ? Alors, mes enquêtés ne sont pas allés manifester. Néanmoins, il y a eu des grosses manifestations que j'ai pas couvertes, que j'ai pas suivies sur le terrain, mais en termes de chiffres, c'était historiquement les plus grandes manifestations depuis 2002. Il faut savoir aussi que c'était des villes, les petites villes rurales qui composent un peu l'espace sur lequel j'enquête, avaient été très mobilisées contre Le Pen au second tour, paradoxalement. Enfin, les jeunes, en tout cas, c'était très mobilisés. Bref, mais en tout cas, oui, ils sont très défavorables à cette réforme des retraites, mais d'une certaine manière, ça les surprend pas. Il y a un côté désabusé, et toujours dans cette idée qu'il faut toujours se montrer pas surpris par ce qui arrive. L'idée de dire moi, ma vie est difficile, il y a les conditions de travail, il y a le fait de s'en sortir au jour le jour, et donc le fait qu'on veuille encore plus nous mettre la tête sous l'eau politiquement, que finalement les nantis profitent encore plus de leur position pour nous appauvrir, c'est quelque chose auquel on s'attendait, et du coup chaque mesure on la prend un peu avec le recul du vieux cow-boy qui a déjà un peu tout vu, tout fait, et ça c'est un peu néfaste en fait, parce que évidemment que ça indique l'idée qu'il faudrait se révolter, qu'il faudrait se mobiliser, et on me dit mais en fait les manifs c'est bien beau, mais regarde les gilets jaunes, on a bloqué la France, il s'est rien passé.
Bon, il y a eu des mesures en fait quand on regarde, mais bref, par rapport à en tout cas ce qui pouvait être espéré début décembre notamment, Début décembre 2018. Voilà, c'est ça. On s'est dit que finalement tout ça pour ça. Donc, mais majoritairement, oui, ils sont pour plus de protection sociale du travail, une hausse du SMIC, et même en fait complètement un renversement de la table des valeurs en termes de rémunération salariale, de dire qu'en fait les métiers les plus pénibles devraient être les plus rémunérés. Ça, c'est quelque chose qui est massif. Et là-dessus, moi, j'avais accueilli plutôt positivement l'idée, la stratégie électorale de Mélenchon à la dernière fois, de dire voilà, moi j'ai des mesures, je me rappelle plus exactement, mais tant de mesures sur lesquelles, selon Ipsos, etc., les Français sont tous d'accord, revalorisation du SMIC, etc. Ça, c'est un bon moyen, je pense, d'aller au-delà des clivages. Après, il faut encore passer à la télé, il faut qu'il y ait un débat, il faut incarner. Ça, c'est pas évident, ça dépend aussi des personnalités politiques. Mais n'empêche que il faut se baser là-dessus, parce qu'ils demandent finalement plus de gauche. Ils demandent d'être mieux payés pour des métiers déconsidérés, ils demandent de moins prendre de risques au travail. La question des accidents du travail est très politisée localement. Le fait de devoir monter sur le toit sans harnais, etc., parce qu'on est proche du patron, on ne peut pas le dire, on est bien obligé de le faire, mais on en a conscience qu'on prend beaucoup de risques. Et moi, je vois beaucoup d'enquêtés se dire, là, en fait, il faut que je me mette en auto-entrepreneur, parce que j'arrive à 40 ans, j'ai le dos pété, je me suis coupé un doigt, et on sait qu'en fait, la vie telle qu'on la mène, elle n'est pas tenable. Donc, sans parler d'aller jusqu'à 64 ans, c'est qu'on doit même changer de carrière en fait au milieu parce qu'on est déjà cassé par le travail. Et ça, ils en ont une conscience hyper fine et très forte sur laquelle, à mon avis, on pourrait s'appuyer. Oui, là, ce que tu dis, c'est en gros, si on veut mordre un tant soit peu sur ces fractions-là des classes populaires, sur ces territoires-là, il faut l'affirmation d'un profil de classe qui soit pas abstrait, qui soit incarné, qui prend à bras-le-corps toute une série de questions qui sont cruciales localement. Alors, je voudrais te faire réagir justement sur une autre stratégie, en tout cas une stratégie qui me paraît différente, qui a été celle de Roussel, y compris récemment, qui a été en quelque sorte de reprendre des éléments du discours qui est plutôt ce discours de droite ou d'extrême droite, de critique de l'assistanat. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut permettre à la gauche de parler à ces franges des classes populaires, ou est-ce que c'est en quelque sorte voué à renforcer encore plus l'extrême droite en alimentant son moulin, quoi ? Moi, personnellement, j'en pense rien. J'ai regardé les statistiques, quel CSP, quelle catégorie sociale avait voté pour Roussel. C'est un vote urbain de cadre. Donc en fait, ça parle de lui-même, c'est-à-dire que je pense que pour ceux pour qui c'est trop salissant d'aller mettre un bulletin pour l'extrême droite, on va se dire finalement il y a cette espèce de gauche pas de gauche qui joue le jeu comme ça de la France saucisson, etc. Et puis ça me permet à moi de me dire que j'ai pas un vote bourgeois. Je pense que c'est une manière aussi pour pas mal de bourgeois aujourd'hui de se dire je vote pas typiquement comme un bobo alors que finalement j'en suis peut-être un. Mais voilà, c'est une manière de ce qu'on retrouve aussi dans les débats politiques. Moi j'avais pas mal critiqué ça, l'idée de se dire toujours un pied dans la terre, un pied dans la France rurale, d'avoir un grand-père paysan, enfin comme tous les Français en fait, pour éviter de dire qu'on est un énarque qui reste habité à Paris. Montebourg aimait dire qu'il avait un grand-père boucher à Autun. Tout à fait. Oui, j'avais réagi d'ailleurs à une de ses prises de parole où lui, le nous des classes populaires rurales, il l'endossait quasiment comme ça. Alors que, là, il y avait tromperie sur la marchandise quand même. Et il y a une autre stratégie qui, pour moi, me paraît essentielle, c'est de critiquer l'extrême droite, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les gens adhèrent à quelque chose, faut pas oublier quand même qu'il y a vraiment quelque chose qui est bien chez les classes populaires, c'est qu'elles sont jamais très sûres d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles se sentent pas tout à fait légitimes, c'est pour ça aussi qu'elles vont pas voter. À la fois, elles promeuvent des modes de vie, etc. Elles essayent de renverser la vapeur quand on leur dit que ils sont pas assez instruits. Comme il y a la culture anti-école qui répond. Mais d'un autre côté, elles peuvent bouger politiquement parce qu'en fait, déjà, elles en font pas tout un enjeu délirant de se dire moi j'ai une pensée globale sur ce que doit être le monde et la politique. En fait, ça peut bouger. Cette manière d'avoir moins de légitimité culturelle, notamment liée à l'école, au rapport à l'école, à l'idée qu'on les a jamais valorisés pour ce qu'ils pensaient, pour ce qu'ils disaient du monde, ça leur permet aussi de se dire, s'il y a une critique de Le Pen, comme c'était le cas, comme on parlait tout à l'heure, Mélenchon sur l'avortement, où il y avait eu ce débat, d'un seul coup elle a l'air faible, on se dit, elle n'a pas les épaules. Et attaquer le symbole, attaquer le chef de file,
c'est aussi une stratégie qui est importante, de la même manière qu'il faudrait en fait, et moi c'est là où je pense que c'est important d'essayer de faire de l'éducation populaire, d'essayer, notamment pour les intellectuels, d'aller faire des conférences, d'essayer de mettre en place des choses un petit peu plus, pour le coup, interclassistes en milieu rural, c'est d'essayer de contrer la parole hégémonique des dominants locaux, des petits patrons qui, en fait, diffusent leur vision du monde comme ils le veulent dans les sociabilités. Donc c'est d'être là sur ces scènes, sur différentes scènes sociales. Ça sera encore mieux d'être entraîneur de club de foot comme ça se faisait avant pour les instituteurs, mais on ne va pas demander aux gens de changer leur mode de vie du jour au lendemain, mais n'empêche d'avoir des moyens de s'exprimer, concrètement de toucher ces populations-là, c'est aussi de se confronter à ceux qu'ils suivent, à ceux qui leur donnent le là en fait de ce qu'il faudrait penser du monde social. Donc il y a je pense qu'il y a deux pendants de la stratégie, c'est-à-dire de promouvoir ce qui protège davantage, de promouvoir davantage le travail, les rémunérations, les questions quand même de conflit social et de lutte de classe finalement, qui sont très présentes encore là-bas, parce qu'il y a beaucoup d'inégalités dans ces espaces-là. Et d'un autre côté, de critiquer les chefs de file en fait, de l'extrême droite aujourd'hui, qui soient à niveau local, ou en fait dans l'échiquier politique national. Et le grand respect, etc., dont on dit parfois, je trouve que c'est vraiment une mauvaise stratégie de se dire les classes populaires votent d'extrême droite, donc pour respecter les classes populaires, il faut respecter l'extrême droite. En fait, les classes populaires, elles ne demandent pas qu'on respecte particulièrement Marine Le Pen pour se sentir elles-mêmes respectées. Elles demandent plutôt qu'on augmente le SMIC et qu'on donne des meilleures conditions de travail et des meilleures opportunités de vie pour leurs enfants, etc. C'est ça qu'elles demandent. Et là, je pense qu'il y a vraiment un prisme en fait bourgeois qui est très condescendant finalement, de se dire ils pensent mal, mais on ne va pas leur dire parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont dominés. Et ça, c'est vraiment la vision de quelqu'un qui ne fréquente pas en fait ces milieux sociaux-là. Et il faudrait aussi, je pense, c'est dans le recrutement interne au champ politique, et penser aussi la gauche peut-être autrement. Je sais qu'il y a des initiatives qui sont faites dans ce sens-là, mais de représentants politiques qui n'aient pas cette espèce de rapport de culpabilité bourgeoise vis-à-vis des classes populaires, pour oser à la fois leur dire leurs quatre vérités, ce qu'apprécient beaucoup de se faire entre eux d'ailleurs les meilleurs amis, les vrais potes sur qui compter dont je parlais, la parole franche, y compris de dire quand on est en désaccord, c'est vachement valorisé en milieu populaire. Faudrait l'assumer aussi quand on est un leader politique. Ce qu'a fait un peu Mélenchon quand même, on va dire ces 10 dernières années, quoi. Il a à la fois été dans un rapport de confrontation avec l'extrême droite et de promotion en quelque sorte d'une conflictualité qu'avait largement abandonné le PS et même le Parti communiste. Ouais, ça je serais pas capable de faire un constat comme ça, mais en tout cas, je pense que c'est vers ça qu'il faudrait essayer d'aller. Et, après, penser aussi à des stratégies qui permettent de rendre ça évidemment diffusable dans les médias qui le reçoivent. Mais néanmoins, la stratégie de Mélenchon là que tu mentionnes, on la voit pas à niveau local. Il y a un défaut d'implantation des organisations de gauche, pour faire vite, et même des syndicats, etc., qui fait que c'est pas incarné localement. Du coup, effectivement, la question de la structuration d'une force populaire, force politique, se pose, ce qu'a pu être le PC à une certaine époque, pas forcément exactement dans ces territoires, quoi, qu'il faudrait regarder, mais ça se pose forcément. Ouais. Mais la stratégie, elle n'est pas évidente, et moi, de ce que j'ai compris de ce que fait Ruffin aujourd'hui, il parle beaucoup des petits patrons, des boulangers, du prix de l'électricité, etc. C'est de se dire, essayer aussi, finalement, cette petite bourgeoisie économique, qui est très structurante localement, d'essayer de la rallier un tant soit peu, de leur montrer à eux-mêmes qu'ils n'ont pas forcément les intérêts de Bernard Arnault. Enfin voilà, c'est le discours typique de François Ruffin, ça. Ça peut être une stratégie quand on n'a pas mieux, en fait. Quand on n'a pas de relais sur place, il faut se dire qu'on va essayer de prendre les relais de la droite, de les amener à être plus ou moins des relais de la gauche. Là, c'est compliqué parce qu'on sait qu'historiquement, ces groupes-là, il n'y a pas vraiment de formation de gauche qu'on réussit à attirer les artisans et les petits patrons de leur côté, quoi. Donc après, je dis pas que ça peut, pas depuis très longtemps, quoi. Très 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 longtemps, en fait. Mais du coup, voilà, il y a différentes possibilités. Les stratégies, c'est facile de les imaginer. Après, les choses qui marchent, c'est quand même plus compliqué à trouver, quoi. Eh bien, merci beaucoup Benoît Coquart, merci pour cet entretien très riche. Je vous remercie tous et toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle. Because good is not important and work is not important. Nothing's more important than stopping fascism, because fascism will stop us all. O povo é quem mais ordena,
dentro de ti a cidade. Spectro.